Ça a été beaucoup plus difficile en fait. Donc moi je suis arrivé avec un joli succès, hein, parce que quand j'ai quitté l'entreprise de contrôle qualité, il y avait plus de 100 personnes. Il faut garder la tête froide parce que ton marché il évolue sans cesse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui en 2022, dire qu'une marque elle vend sur internet, ça paraît presque normal. Moi c'est une sensibilité l'écologie qui est très forte pour moi. Donc bien avant que ça soit aussi présent que maintenant. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Lionel Marsan. Lionel, je suis très content de te recevoir parce que j'ai porté énormément d'équipements de chez Simalp. Et je suis très content de te recevoir pour avoir un petit peu toute l'histoire de Simalp et aussi ton histoire, parce que tu es quand même l'invité, donc c'est toi qui vas être mis à l'honneur aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu ? Je vais super bien, merci beaucoup de m'inviter. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Eh ben écoute, c'est encore une fois avec grand plaisir. Alors, j'ai commencé un petit peu à te présenter, mais est-ce que tu pourrais le faire, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc je m'appelle Lionel Marsan, j'ai 42 ans, je suis papa d'un petit garçon de 7 ans. J'habite à Lyon, et donc je dirige depuis plus d'une dizaine d'années l'entreprise familiale Simalp, donc que j'ai repris à la suite de mon papa. D'accord, alors ça c'est vrai, c'est un truc qui est intéressant parce que je le savais pas, comme je te le disais, moi c'est vraiment une marque de fabrique sur le podcast, conversation totalement libre où je découvre mes invités au fur et à mesure de l'entretien. C'est quelque chose de particulier de reprendre l'entreprise familiale ? Alors oui, clairement c'est quelque chose de totalement différent. Moi, j'ai eu l'occasion, en fait, je pars un petit peu dans la genèse. Je pense que c'est le Ouais, principe. bien sûr. Donc moi, j'ai une formation à la base scientifique, pas forcément dans le textile. Je suis ingénieur en télécom. Euh, le but de mes parents, c'était de me dire fais autre chose parce que le textile c'est un métier difficile. C'est une industrie qui est vraiment qui a connu beaucoup de difficultés et qui est encore une industrie un peu compliquée. Donc ils avaient vraiment pas la volonté que je reprenne l'entreprise et d'avoir des parents qui entreprennent, je pense que ça m'a donné ce goût d'entreprendre. Et du coup, à la sortie de mon école d'ingé, je suis allé travailler dans une entreprise dans mon domaine d'activité, donc pour une entreprise allemande de taille internationale qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et à la suite de ça, avec deux copains d'école, on a monté une entreprise de contrôle qualité sur l'Asie. Qui a plutôt bien fonctionné et qui m'a permis quelques années plus tard de pouvoir d'avoir une proposition de rachat pour cette entreprise. Donc j'ai cédé mes parts et c'était un moment où justement l'entreprise familiale était en difficulté et du coup de proposer à mon papa de revenir. Donc je dirais que reprendre une entreprise familiale, je pense que ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une entreprise où moi j'y ai passé beaucoup de temps étant petit, donc j'ai un affect, je pense que il y a un affect bien particulier.
pour le coup, reprendre une entreprise, demain je devrais reprendre une entreprise sur laquelle j'ai pas d'affect. Il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Et puis, le regard de la famille qui se pose sur toi, il est complètement différent parce que il y a un côté très engageant qui n'est pas du tout pareil quand tu reprends une entreprise avec laquelle t'as pas cette connexion. Donc c'est sûr que ça te met sur les épaules une pression accrue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Surtout que la pression en tant qu'entrepreneur, elle est déjà bien présente. En plus, tu as cette pression émotionnelle associée à cette reprise familiale. Ouais, ça a été beaucoup plus difficile en fait. Donc moi, je suis arrivé avec un joli succès parce que quand j'ai quitté l'entreprise de contrôle qualité, il y avait plus de 100 personnes. On avait fait, on avait fait des très très grosses croissances. On est arrivé avec une offre en fait qui correspondait au marché et du coup on a percé relativement vite voilà, le marché du contrôle qualité. Donc avec un regard sur l'entrepreneuriat où on se dit que voilà qu'on sait faire, que c'est facile. Donc je suis arrivé, je vais pas dire en me disant que ça allait bien se passer parce que je savais que ça allait être quelque chose de différent, mais j'avais à peine 30 ans, j'avais 29 ans. Et du coup, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Et du coup, quand j'ai repris l'entreprise, donc je vais rentrer un peu, expliquer peut-être que ça t'intéresse. Donc le modèle d'entreprise qu'avait mon papa, c'était donc au départ, lui, donc l'entreprise, donc Simal déjà, c'est une marque qui existe depuis 1964, que lui a repris en 1991. Qui est basé sur un modèle ce qu'on appelle B2B, donc business to business, où ils vendent à des magasins. Donc c'était des magasins de sport, donc type Le Vieux Campeur, type Intersport, Sport 2000, et des indépendants. Quand je reprends en 2009, la difficulté, c'est que Decathlon est déjà fort. Il y en a beaucoup. Donc sur le marché de l'entrée de gamme, il y a plus de place. Les magasins accusent un chiffre d'affaires qui est plombé par justement ces nouveaux arrivants, les Intersports qui ont des marques propres, etc. Donc les magasins sont en difficulté et du coup ils ont besoin de se différencier de ces gros mastodontes. Et donc leur solution c'est de faire des marques qui ont des forts marketing. Et donc sur le milieu de l'outdoor, hein, Simal c'est plutôt une marque à la base d'alpinistes, de montagnards. Le trail n'existe pas. Et du coup, les marques fortes, ça va être The North Face, ça va être Columbia, Millet, La Fuma, j'en oublie certainement plein, mais des marques qui ont des vrais budgets, quoi. Pour faire parler d'elles. Et du coup, à ce moment-là, il y a quelques marques françaises qui sont plus petites et qui ont beaucoup de mal à rester dans les magasins parce que les magasins les sortent petit à petit en disant on n'a plus de place, on veut plus faire autant de marques, on veut privilégier des corners, etc. Donc j'arrive dans cette ambiance qui est pas forcément facile, mais moi j'ai ma vision parce que c'est quelque chose que je connais. Enfin, je découvre pas ça en arrivant. J'ai toujours gardé un lien fort avec mes parents, donc on en discute régulièrement. Je connais l'état du marché. Et moi, ma vision, c'est de leur dire, mais il faut vendre sur Internet. C'est l'avenir, c'est le marché de demain. Donc en discutant avec mon papa, je lui dis mais si tu vends sur Internet, ça te permettra de vendre
directement, de proposer la marque directement aux consommateurs. Ça va ne faire que grandir et vraiment j'ai cette vision. Donc mon père me dit bah écoute, moi j'en suis pas capable, mais viens si tu te sens capable, si tu penses que tu peux faire quelque chose, viens. Donc c'est comme ça que je rejoins l'entreprise familiale, en me disant que sur Internet ça va bien se passer. Sauf que en 2009, Internet est quand même pas très présent. C'est pas l'internet d'aujourd'hui. Non, c'est pas l'Internet d'aujourd'hui. En 2009, c'est le début de la vente de chaussures avec les Spartous, Arenza. Je sais plus en quelle année il commence, mais je suis même pas sûr qu'en 2009 il soit déjà fort. Enfin, en tout cas, l'e-commerce est balbutiant et du coup très vite, je me rends compte que effectivement on arrive à vendre 2-3 pièces par jour. La croissance est effectivement là puisque chaque année on double, mais elle est pas du tout suffisante pour supporter les coûts de la structure, quoi. Hmm. Donc c'est un peu un choc, c'est un peu difficile parce que bah du coup je suis obligé de composer avec l'existant, de continuer de réduire la structure. Et du coup, ça va durer quand même quelques années, pendant 3-4 ans, même si le site internet grandit vite. Quand tu doubles en passant de 1000 euros par mois à 2000 euros par mois, c'est pas ça qui va te faire payer plusieurs salaires et supporter bah, tous les coûts qui vont avec une entreprise, avec des locaux, etc. Donc là, je vis des années, je peux dire très difficiles, quoi, où je travaille 7 jours sur 7. Le dimanche, je fais le ménage dans les bureaux. C'est une époque, voilà, mais qui est formatrice et que je regrette pas et que je referai demain s'il fallait le refaire, quoi. Donc ça, c'est 2009, le moment où donc les magasins en retail vous Ouais, c'est disent ça. stop, on arrête avec vous, et toi tu te dis ben ok, on peut compter que sur nous-mêmes, on va se lancer en ligne, j'ai une intuition, mais sauf que ça prend du temps, quoi. C'est ça, ouais. De 2009 à 2013, j'ai 4 années de vraiment difficiles ou même pour être totalement transparent, en 2012-2013, je me marie et j'en discute avec ma femme. Je me dis, bah voilà, si on veut construire une vie et tout, je peux pas continuer à travailler autant. Je peux pas, si on veut avoir des enfants, bah, avoir un salaire. J'ai besoin d'avoir un salaire. Donc je me pose des questions. J'ai quand même des études qui me permettent de pouvoir envisager de reprendre un métier de salarié, quoi. Alors là, tu vois, dans cette configuration-là, on a le sentiment que tu es finalement presque en position d'échec. Ouais. Surtout après un succès, comme tu nous l'as dit, sur ta première entreprise de contrôle qualité. Qu'est-ce qui finalement te fait continuer, persévérer et ne rien lâcher? Bah, je pense que ça c'est vraiment l'état d'esprit, le caractère en fait, où effectivement il y a des jours où je me dis j'arrête, j'en peux plus. Je vais loin, hein, je vais voir des entreprises de session, etc. Je discute avec eux. Je mets un petit peu de temps à comprendre que le textile, en fait, bah, c'est juste impossible. C'est-à-dire que dès que les banques ils entendent parler de textile, ils s'en vont au courant. Donc je comprends que ça va être compliqué. Et puis voilà, j'ai des passages à vide qui durent un petit moment, mais ouais, la force de se battre, en fait, je pense que c'est vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est que l'entrepreneuriat généralement
Et même dans la boîte de contrôle qualité, en fait, ce que j'ai passé un petit peu vite, mais on a les 2 premières années quand même qui sont difficiles, le temps qu'on trouve le bon, ce qu'on appelle, je suis désolé pour l'anglicisme, le product market Market fit. fit. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas comment le dire en français. Le temps qu'on trouve ça, on arrive quasiment au bout, et on passe pareil, pas très très loin de dire on arrête tout. Et puis en fait tu lâches rien, tu continues, tu repars, et puis au final ça se dénoue et t'y arrives. Et je pense que il y a beaucoup de boîtes. Je sais pas si t'as eu beaucoup d'entrepreneurs, si t'as discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, mais dans beaucoup de cas ça se passe comme ça. C'est que il y a vraiment un moment, un changement d'état, et que c'est vraiment important, de pas lâcher prise. Après, ce qui est difficile, c'est que le risque, c'est de t'enfoncer, de perdre des années pour rien, et travailler pour rien. Mais dans la plupart des cas, les entrepreneurs passent par là, quoi. Alors, chers auditeurs, si vous n'êtes pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat, le product market fit, c'est quand un produit trouve son marché. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, en fait, quand vous faites des choses mais que personne n'en veut, le produit n'a pas trouvé son marché ou le produit n'est pas bon. Mais au bout d'un moment, si vous, à force de varier, de variation, d'adapter votre produit, eh bien, ou de changer de marché, eh bien, il y a une rencontre qui se passe, et donc c'est ça que Lionel est en train de, de nous dire, c'est que le produit a trouvé son marché. Effectivement, j'ai reçu pas mal d'entrepreneurs sur le podcast maintenant, et c'est vrai qu'il y a toujours souvent ces débuts qui sont compliqués. Moi, je prends souvent l'image du premier coup de pédale quand on est au feu rouge en vélo. Le premier coup de pédale est toujours beaucoup plus dur que le reste. Une fois que c'est parti, bon, ça dure, et c'est tout de suite beaucoup plus facile d'entretenir la machine, quoique les marchés évoluent. Alors justement, toi, tu avais cette intuition que Internet allait remplacer peut-être un petit peu le marché plus classique, donc avec de la vente en magasin. À partir de quand est-ce que il y a eu cette bascule? Ça s'est fait progressivement, en fait. Il n'y a pas eu vraiment, comment dire, une accélération brutale. C'est juste que, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, de 2008 à 2012, Internet grandit, de 100. On est sur des croissances de 100, plus de 100% chaque année. Mais on commence avec des chiffres vraiment tout petits. Donc t'as beau les doubler, ça reste petit. Et à force de persévérance, on arrive sur des chiffres qui commencent à pouvoir me payer les salaires de la boîte, puis les salaires, les charges, les loyers, etc. Puis à commencer à pouvoir réinvestir dans le stock. Et à partir du moment où tu arrives à ce point médian, et ben là, tu commences à pouvoir investir, faire des choses qui deviennent intéressantes, et du coup, t'as une accélération encore plus forte. Mais j'ai jamais vraiment, il n'y a pas une année où j'ai fait une croissance vraiment plus folle. On a depuis 2009 une croissance qui est chaque année, bon, hormis l'année Covid qui a été un peu spéciale. Mais sinon, on a une croissance qui est toujours entre au moins 30%, et on essaye de pas trop dépasser aujourd'hui 60%. Ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui nous permet de rester solide, indépendant financièrement, et puis aussi la croissance en termes de management d'équipe. Faire des croissances trop fortes, ça peut être compliqué. Et comme tu le disais, effectivement, il faut garder la tête froide parce que ton marché il évolue sans cesse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, dire qu'une marque elle vend sur Internet, ça paraît presque normal. En tout cas, on a plein d'exemples.
de marques qui ont super bien réussi, notamment dans la mode et dans plein d'autres domaines. C'est vrai qu'en 2009, ça n'existe pas. Tout le monde me dit, tu vois, autour de moi, les copains, etc., que Internet, ça sera toujours trop petit et que c'est impossible de faire vivre une marque. Il faut que je revoie ma copie. Et c'est vrai que le fait d'être têtu et de garder le cap, pour le coup, ça a été salvateur parce que ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Euh, et du coup, l'autre point positif que je tire de ce passage très délicat, c'est que aujourd'hui, je sais ce que c'est d'avoir des moments difficiles. Et du coup, chaque jour aujourd'hui, en ce moment en tout cas, où je vais au bureau, je pense que quand je sors de ma voiture, je regarde mes bureaux et je me dis waouh, quelle chance d'arriver là. C'est vraiment pas du tout du comment dire, c'est très sincère. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment super. C'est chez Simalp aujourd'hui, il y a une ambiance presque bande de copains. Alors on bosse, ça s'empêche pas, mais il y a une super ambiance parce que déjà le fait que financièrement ça se passe bien, ça permet, j'espère, à tout le monde d'avoir la sensation d'être correctement payé, d'avoir les moyens aussi dans son travail, d'avoir un bon équipement, et donc tout ça fait qu'on peut on peut choisir les personnes avec qui on veut travailler. Et du coup, moi, à chaque fois que j'arrive au bureau, j'apprécie la chance que j'ai, quoi. Est-ce que c'est vraiment de la chance? Super question. Super question. Effectivement, tu mets le doigt à un endroit où effectivement j'aime pas trop parler de chance parce que je trouve que la chance quand même tu te la crées. Euh, ouais, on pourrait disserter là-dessus Vous avez longtemps, je 2 heures. pense. Effectivement, je pense qu'il y a toujours une partie de chance parce que t'as des rencontres, t'as des choix où des fois tu te dis mais comment j'ai fait pour faire ce choix et pour y croire. Moi, je crois beaucoup à ma bonne étoile. Quand des fois j'ai des feelings, des sensations et et la nuit, je cogite, je fais beaucoup de de séances dans ma tête j'essaye de me dire comment ça peut se dérouler et tout ça et du coup quand j'ai des ressentis comme ça, je me dis allez, crois en toi, t'as une bonne étoile qui te suit donc vas-y. Et du coup effectivement, est-ce que c'est de la chance ou pas, je sais pas, mais en tout cas, enfin voilà, jusqu'à maintenant j'essaye d'écouter mes ressentis. Bah, c'est vrai qu'on parle souvent de l'intuition de l'entrepreneur et que il faut écouter les conseils de ses pairs, mais pas non plus tout le temps les écouter parce que finalement, si on écoute tous les conseils, eh bien, on finit par reproduire des choses qui sont déjà faites et on n'innove pas. Alors le risque, c'est de se planter, mais finalement, quand on veut créer quelque chose, ben, on est obligé en fait de suivre cette intuition. Euh, pour l'avenir, tu vois ça comment en fait? Tu as toujours des intuitions comme ça? Alors, j'imagine que tu peux pas trop nous dire tes orientations ou des choses qui sont peut-être secrètes, mais est-ce que tu as toujours en fait ces intuitions-là au quotidien ou des fois, enfin plus ou moins régulièrement, tu as toujours ces intuitions-là? Oui, au grand dam des fois des équipes qui travaillent avec moi, parce que j'arrive souvent au bureau en leur disant j'ai une super idée, et alors là ils se disent oh punaise, Et merde! qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir. Bon, il y en a 99,9% qui sont pas forcément des super idées, mais des fois il y en a. Et c'est ce que j'essaye de préserver. Moi, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de cultiver justement chez moi. C'est ce côté innovant, c'est ce côté disrupteur.
qui était un bon market justement avec la marque, hein, puisque comme je te l'ai dit, la marque elle date de 1964, donc c'est Simalp, c'est une marque qui a plus de 50 ans. Et à la base déjà, dans les documents qu'on a pu essayer de retrouver du fondateur de la marque, c'est c'est à la base quelqu'un qui voulait innover sur le produit en apportant du stretch dans les cotons qui étaient des cotons basiques, hein, sur les pantalons de montagne d'alpinisme. Et donc lui, en fait, la création de la marque à la base, c'est justement d'aller d'aller voir Dupont de Nemours, qui est un fabricant de tissus, et de leur dire, bah voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des tissus avec du stretch à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'il lance la marque, c'est comme ça que la marque elle devient une marque assez reconnue dans l'univers de la montagne, hein. Dans les années 70-80, Simalp, t'as pas un magasin qui a pas de, c'est vraiment des pantalons à la base, et t'as pas un magasin qui a un rayon montagne et qui n'a pas des pantalons Simalp. Donc du coup ce côté innovant il est dans l'ADN de la marque, et du coup ça faisait aussi beaucoup de, comment dire, de sens. Enfin moi c'était quelque chose qui me parlait en fait, de remettre ça quand j'ai repris Simalp, de remettre ça vraiment dans le produit et de faire sentir aux clients. Et je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose que les clients qui achètent nos produits ils ressentent. Le fait, alors je sais pas ce que toi t'as ressenti, tu m'as dit au début que t'avais essayé pas mal de produits, mais du coup on fait chaque tissu chez Simalp, les tissus on les fait nous-mêmes, et du coup il y a enfin j'espère en tout cas il y a une patte. Je sais pas si je suis clair quand je dis une patte, mais voilà, enfin il y a un truc que les autres n'ont pas. Enfin c'est ce qu'on essaye de faire passer. Je sais pas si c'est quelque chose que t'as pu ressentir. Alors, moi, j'ai effectivement, je crois que j'ai toute la panoplie dans les équipements de trail, notamment beaucoup moins d'équipements montagne parce que en Bretagne, les sommets, il faut bien les chercher. Mais effectivement, en fait, surtout sur la veste de trail justement, qui m'a Imperméable, tu veux dire, la ou veste imperméable, ouais, 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 ouais. ok. Alors je vais pas dire sauver la vie, mais elle m'a bien, bien, bien aidé sur le GR20 où on a eu, on l'a fait en 3 jours et le dernier jour, on a eu que de la pluie, des rafales de vent à 100 km/h, enfin c'était un enfer. Et un peu plus tard, alors je connais maintenant bien Marie, avec qui on collabore souvent sur les tests produits notamment. Euh, et puis donc elle m'expliquait en fait que effectivement la patte de Simalp, c'était de produire ces technologies eux-mêmes, et c'est ce qui permettait aussi, et ça j'allais y venir tout à l'heure, d'avoir des prix qui sont plutôt attractifs par rapport à d'autres marques. Et c'est aussi ce que permet alors ça fait très placement de produit tout ce que je suis en train de dire, mais c'est très sincère. euh, Puis de toute façon les auditeurs le savent, et ceux qui m'ont vu sur YouTube avec les équipements savent que tout ce que je dis c'est du vécu. Euh, c'est aussi ce que permet la vente en ligne, c'est de limiter tous ces intermédiaires-là, et je pense, c'est toutes ces choses-là en fait qui font le succès de Simalp. Tout ça, c'est, j'imagine, des choses qui sont calculées et prévues par Simalp pour réduire tous ces coûts, Toi, c'est cette vision-là aussi que tu as amené chez Simalp? Ouais, complètement en fait. Moi, quand je décide de reprendre l'entreprise, ma vision, c'est vraiment de me dire, effectivement, quand tu achètes un produit, quand tu cherches typiquement, je sais pas, une veste de trail, euh, tu vas faire un choix. Soit t'as une marque que t'adores parce que les athlètes te font rêver, donc soit c'est un choix qui va être par l'émotion, qui va passer par l'émotion, et donc tu sais déjà ce que tu veux. Soit
ton besoin, c'est un besoin plus économique, donc t'as pas envie de dépenser trop d'argent, et donc là, ce que tu vas regarder, c'est vraiment le prix. Soit ça peut être un mélange des deux, un bon rapport qualité-prix. Et moi, c'est ma vision, c'est de me dire, la vente sur Internet, elle permet, en fait, quand tu décomposes le prix d'un produit, tu as sur une veste qui va coûter 100 euros, qui va être vendue en magasin. Généralement, le magasin, il a besoin. Alors ça peut paraître toujours quand je présente ça, les gens sont souvent un petit peu surpris, mais le magasin, il a besoin de 50% du prix. Pourquoi ? Parce que il a beaucoup de charges. Un magasin, ça coûte cher, et du coup, tu as 50% du prix qui va au magasin. Donc du coup, tu te retrouves avec 50% du prix qui reste disponible pour le fabricant. Et du coup, d'économiser ces 50% en vendant directement par Internet, effectivement, ça te permet deux choses. Ça te permet soit pour la marque d'avoir un meilleur prix de vente en vendant en direct, soit de baisser un petit peu tes prix. Et moi, c'est ma vision, c'est de dire, bah voilà, si je vends directement sur Internet, je vais pouvoir vendre un produit de qualité équivalente aux meilleures marques, à un prix qui va être... alors, on cherche pas à aller sur vraiment de l'entrée de gamme, hein. Nous, c'est vraiment d'aller sur des produits quand même techniques, innovants. Mais par contre, effectivement, il y a un rapport qualité-prix qui est généralement 20 à 30% meilleur que ce que tu peux trouver en magasin. Donc du coup, ça nous donne un vrai avantage. Et en fait, on a du coup un mélange de bon rapport qualité-prix. On essaye de faire des designs qui soient originaux avec notre identité graphique, mais qui plaisent, qui soient jolis, et puis avec une technicité qui parle aux sportifs, parce que quand tu fais des sports quand même engagés, et généralement t'aimes bien avoir des petits détails, d'avoir un produit où tu te sens en confiance avec, quoi. Donc c'est ce mélange-là qui fait, je pense, le succès qu'a eu Simalp, et qui fait que on continue à bien grandir. Et aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché, dans le milieu du textile. Euh, Comment est-ce que une marque qui rentre maintenant dans le jeu pourrait s'en sortir? Alors c'est toujours difficile. Je vais revenir sur mon product market fit, mais c'est il y a toujours de la place. Je pense que il y a toujours de la place pour un bon produit. J'ai des exemples, par exemple dans la chaussure, tu vois, où Salomon était très fort. Oka arrive à se faire une place très forte. Aujourd'hui, t'as On Running qui en très peu d'années devient une marque internationale hyper forte. Donc il faut arriver avec quelque chose qui plaise aux gens, en fait, hein. Je pense que le juge de paix, c'est vraiment le consommateur, et c'est vraiment de lui proposer quelque chose qui lui convienne. Donc t'en as qui vont qui vont arriver avec des prix plus faibles, t'en as qui vont arriver avec un design plus fort, t'en as qui vont arriver avec une techno plus forte. En fait, je pense qu'il faut arriver avec une vraie promesse claire pour le consommateur, qui voilà qui te positionne, et qui te permet de rapidement comprendre quelle est la promesse de ta marque. Et aujourd'hui, le marché, et j'ai reçu certains de ces acteurs sur le podcast, se tend de plus en plus vers des équipements 100% avec des produits recyclés. Euh, Comment une marque qui est installée comme Simalp se positionne face ou avec ces technologies?
Alors c'est une très bonne question. Déjà, moi c'est une sensibilité l'écologie qui est très forte pour moi. Donc bien avant que ça soit aussi présent que maintenant, chez Simalp, on a été parmi les premières marques, voire la première marque. Après, j'ai pas, voilà, j'ai pas, il n'y a pas de concours là-dessus, donc, mais à utiliser des tissus, à demander à nos fournisseurs d'avoir les agréments Blue Sign. Euh, et on a des vêtements qui sont Blue Sign, donc qui sont fabriqués à partir de tissus Blue Sign depuis 2015. Est-ce Et que tu on peux a juste expliquer ce que 100%. c'est Blue Ouais. Sign? Alors, je suis obligé de. Tu me dis hein, si je suis trop long et si c'est. En fait, le textile, donc c'est une industrie qui est très polluante déjà. Donc il y a forcément ce sujet-là qui doit être soulevé, mis sur la table et que chaque acteur soit responsable. C'est ce qui est en train, je pense, de se passer. Euh, Qu'est-ce qui est polluant? Bah déjà, tu as la partie coton. Donc nous, chez Simalp, on n'a pas du tout de coton. On utilise zéro coton aujourd'hui. Donc du coup, c'est pas forcément un sujet qui qui euh, qui est fort chez nous. Le deuxième point très polluant, ça va être bah, le traitement du tissu. Le traitement, c'est alors sur des produits techniques comme les nôtres, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir la teinture. Donc on teinte avec auparavant on teintait avec bah, des métaux lourds, de la chimie hyper polluante et donc qui est rejetée dans les rivières. Donc ça c'était vraiment un fléau. Là-dessus, Blue Sign, c'est quelque chose qui vient d'une entreprise suisse qui fabrique des tissus, chez qui on est client, qui s'appelle Scholler. Et donc eux, ils mettent au point un système de retraitement des eaux usées qui permet de réduire de 96% les rejets des éléments toxiques dans la nature. Donc on parle quand même de 96, peut-être que, enfin ça évolue, hein, donc peut-être que c'est 98. Enfin en tout cas quand tu visualises 96%, c'est pas 20% quoi. Euh, donc ça c'est un premier point qui pour moi je me suis dit mais enfin voilà aujourd'hui on ne peut pas continuer de travailler avec des entreprises qui rejettent dans les rivières et donc le premier truc à faire c'est vraiment de demander à tes fournisseurs qui surtout que Blue Sign c'est un truc ouvert. Scholler ils ont mis à disposition euh, toute une toute une directive, une façon de faire pour retraiter tes eaux et pour économiser, enfin pour éviter que 96% des particules toxiques elles aillent dans les rivières. Donc ça, le segment du sport a quand même très vite emboîté le pas et on a eu des fournisseurs qui sont aujourd'hui, je crois qu'il y a plus vraiment de fournisseurs ou alors vraiment des gens qui vont faire des produits bas de gamme, mais tous les fournisseurs qui fabriquent du tissu, enfin toutes les usines, en tout cas nous on a atteint certains volumes qui nous permettent d'être chez les plus gros fournisseurs aujourd'hui mondiaux. Je parle de tissu, hein. Et ces gens-là, toutes leurs usines sont Blue Sign. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est important parce que on parle souvent de la fabrication même du produit. Et moi, c'est pas quelque chose sur lequel je suis totalement en accord. Pour moi, il y a d'autres choses plus importantes que l'endroit où tu vas fabriquer le produit pour parler d'écologie. Après, on peut parler de plein d'autres sujets, mais en tout cas sur la partie écologique, c'est pas forcément l'usine qui fabrique les tissus. Je pense que tout le monde peut visualiser une machine à coudre. Tu coupes du tissu, tu le couds. Il y a assez peu
de rejet. Il y a, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui pollue. La pollution, elle est vraiment en amont sur la chimie. Hmm. Donc du coup, nous on a abordé ça il y a quand même pas mal d'années. Euh, et aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de tissus qui arrivent dans nos gammes qui sont avec du polyester recyclé. Moi, j'ai juste comment dire, une difficulté avec cette partie polyester recyclé, c'est que on veut tous du polyester recyclé. Quand je dis on, c'est toutes les marques. Hein. Tu vas retrouver aujourd'hui, je pense que toutes les marques, y compris, je veux dire, on est tout petit, voilà, Simal. Aujourd'hui, c'est 200 000 produits par an. Euh, je pense que si on se compare à des Nike, à des Adidas, etc., dans le milieu du sport, on doit représenter peut-être la fabrication du maillot du PSG, mais on est un grain de sable. Euh, Bref, en tout cas, toutes ces marques-là, aujourd'hui, ont une vraie politique, enfin, sont en train de mettre des politiques éco, et donc veulent tout des produits recyclés. Donc souvent, on utilise du polyester. On voit de plus en plus de polyester recyclé. Euh, En revanche, on n'a toujours pas de collecte qui est faite correctement pour collecter le polyester usagé, donc de nos vêtements, et l'envoyer dans les usines qui vont fabriquer les fils. Et ça, c'est une vraie question. Il y a des abus, il y a des dérives sur le fait que il y a des usines qui, alors plutôt des plus petits acteurs qui vont dire je te propose du fil recyclé, qui en fait n'est pas du fil recyclé parce qu'aujourd'hui il y a une problématique de collecte. Donc voilà, ça c'est quelque chose que moi que j'aimerais bien faire, tu vois, dans l'avenir, c'est participer ou même monter, pourquoi pas, mais il y a une vraie problématique sur la collecte et sur la création d'une filière qui permette de collecter en fait les vêtements et qui permettent de pouvoir les recycler, parce que en fait quand tu as des mélanges de matières, donc quand tu mélanges du polyamide, du polyester, de l'élastane, donc ce qui te permet l'élasticité sur tes tissus, et ben derrière c'est beaucoup plus difficile pour les recycler. Et tout ça fait que en fait c'est pas aussi simple que de dire je veux du polyester recyclé. Nous on fait des t-shirts par exemple qui sont 100% recyclés et on travaille avec Reprieve qui est un tiers de confiance et qui nous permet d'être certain que les fils qui sont du polyester recyclé sont bien issus du recyclage. Mais là-dessus, voilà, il y a aujourd'hui euh, une vraie question à éluder, qui est d'où vient tout le polyester recyclé qu'on retrouve de partout. Et je pense qu'il y en a qu'il y a des choses à faire. Alors c'est bien parce que dans tous les cas, le fait que tous les consommateurs maintenant soient attentifs au fait que un vêtement puisse être d'origine recyclée, c'est une bonne chose parce que ça va pousser toutes les filières. Mais aujourd'hui, moi je peux pas m'empêcher d'avoir mon regard un peu plus, je sais pas comment dire, c'est pas scientifique le bon mot, mais c'est de fabricant. Critique. Et quand je regarde et quand je demande d'où viennent les fils de polyester recyclé, et ben si j'ai pas une traçabilité en laquelle j'ai confiance, je me dis que potentiellement on est en train de, de me dire quelque chose qui est pas la vérité. Et ça, c'est une des valeurs auxquelles je tiens chez Simal, c'est vraiment le côté irréprochable, authentique sur ce qu'on dit à nos clients, quoi. J'aime bien être droit dans mes baskets et pouvoir me regarder tout le monde dans les yeux à la fin de la journée. Tu vois, je parlais d'un sujet qui est un petit peu similaire avec ma femme cette semaine. On était en train de repenser à toutes ces personnes qui ont commencé à faire un petit potager chez eux dans leur jardin pour savoir ce que tu manges, manger équilibré, manger de plus en plus local.
Et puis je lui disais, c'est génial, c'est vrai que c'est top. Alors déjà, d'une fois avoir le temps, mais l'autre problématique, c'est qu'il faut avoir ce terrain. Et je pensais à toutes ces personnes qui habitent en ville ou en appartement. Ces gens-là, ils n'ont pas le terrain. Donc le modèle, il n'est pas duplicable à l'infini. Et ce que tu nous expliques, c'est que pour le textile, finalement, c'est un petit peu pareil. Avoir des équipements recyclés, c'est bien, mais si tu veux le faire à l'échelle et que tout le monde en ait, finalement, c'est très compliqué parce que on n'a pas cette ressource de matière première qui est disponible. Ouais, c'est surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière organisée qui permette la collecte. Et ça, c'est la première partie. Il n'y a pas ces filières organisées parce que aujourd'hui, ça coûte très cher de collecter les vêtements, de les trier, et du coup, euh, c'est vrai que c'est facile pour un fabricant de dire c'est du polyester recyclé ou pas recyclé. On a assez peu de moyens euh, de savoir si effectivement ça vient du recyclage ou pas. Euh, donc il y a un risque d'abus là-dessus. Hmm. Et puis après le deuxième volet, c'est un volet un peu plus technique où il y a un besoin de R&D pour créer des usines qui soient capables avec un coût maîtrisé, de pouvoir recycler les tissus, donc les vêtements. Donc t'imagines un vêtement, il a des zips, il a des boutons pression, il y a voilà, il y a plein de choses. Donc il faut pouvoir le digérer, séparer les différents composants et refondre le fil. Et ça aujourd'hui, techniquement, on n'est pas capable. Après, moi, ma vision, c'est que moi, je suis vraiment un fan d'innovation. Je suis toujours positif et je suis certain qu'on va trouver des solutions à ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ces solutions sur le marché. Hmm. Donc on a besoin d'investissement et on a besoin que le marché se développe. C'est un vrai sujet d'actualité et j'ai hâte de voir la suite de l'histoire pour voir comment est-ce que donc je suis un peu comme toi aussi très très optimiste et je suis persuadé que des solutions seront trouvées. Euh, Il y a une chose qui m'a marqué chez Simalp et tu l'as évoqué hein, l'histoire dans vos valeurs qui est très montagne. Le trail, à l'origine, vient de la montagne. Pourtant, malgré tout, moi, tu vois, je suis un fervent défenseur de ma région. J'essaye de la mettre en avant le plus possible, la Bretagne. Et il y a tellement d'autres belles régions en France qui sont hors montagne. Euh, Est-ce que dans ces valeurs que vous défendez sur la montagne, tu n'as pas peur de te passer de toute une partie de la population des trailers qui se reconnaîtraient pas du coup dans cette partie montagne? Euh, je pense pas. Je pense que les valeurs de la montagne, elles sont comment dire. Enfin, je pense que toi, en tant que Breton, si tu te définis ainsi, tu peux tout à fait partager. Pour moi, les valeurs de la montagne, c'est des valeurs de partage, d'entraide. Euh, c'est des valeurs qui peuvent être très proches de valeurs de Bretagne. C'est des valeurs qui sont proches de celles du sport. Euh, et puis la montagne, ça reste quelque chose qui fait rêver, je pense, de façon très large. Et du coup, effectivement, bah voilà, Simalp, déjà pour ceux qui n'ont pas forcément fait le rapprochement, c'est la cime des Alpes. Donc en fait, à la création, l'idée c'est de parler du Mont Blanc. Donc le fondateur de la marque,
sont effectivement, voilà, c'est une marque ancrée montagne, quoi. Mais alors nous on n'est pas sur le marché de la course à pied. Assez clairement, les produits qu'on fait, bon, tu vas me dire un t-shirt ça peut être vraiment transverse dans les pratiques sportives, mais effectivement dans les visuels, dans tout ce que la marque peut afficher, on est souvent dans un univers de montagne. Euh, et euh, et l'idée c'est que voilà, c'est qu'on a notre propre comment dire, enfin ça fait partie de la promesse de marque, je pense. Pour moi, c'est quand tu achètes des produits Simalp, voilà, t'as ce côté montagnard qui est effectivement présent. Peut-être que ça plaît pas ou que ça peut faire peur à certains clients. C'est vrai qu'on n'a jamais réfléchi sur ce point. C'est un bon point. Mais ouais, jusqu'à maintenant, on n'a personne qui est venu nous dire on se reconnaît pas. Enfin, ça nous parle pas. Donc, ça nous est jamais venu à l'esprit, en fait, je pense. Non, et puis d'autant que énormément de Bretons, alors je disais ça pour un peu te challenger, mais énormément de Bretons vont faire des trails montagnards. On retrouve beaucoup de Bretons sur la Diagonale des Fous ou sur le Grand Raid des Pyrénées, par exemple. Et personnellement, j'adore ce milieu, évidemment. Et puis aussi, il y a un élément où on dit souvent, quand on veut parler à tout le monde, finalement, on parle à personne. Et justement, dans une marque comme ça de textile, où est-ce que ça s'arrête? Parce que quand tu es une marque de sport de montagne, bah là, vous faites de la randonnée, de l'alpinisme, du trail, du ski, du trek. On pourrait partir sur d'autres sports, je sais pas, du parapente, enfin, on peut, voilà, tous les sports de montagne finalement. Où est-ce que tu mets la limite et comment tu la fixes? Alors effectivement, il faut quand même se fixer des limites. Moi, j'ai vu beaucoup de marques qui ont voulu toujours élargir leur spectre et qui se sont perdus. C'est très difficile, tu vois. Il y a un modèle qui est fantastique, c'est The North Face. The North Face, ils arrivent à garder cette image montagne, alors que je pense qu'ils doivent faire, enfin je connais pas du tout les chiffres, hein, mais quand tu vois, moi j'habite à Lyon, dans la rue, le nombre de personnes qui portent de jeunes qui portent des doudounes The North Face, tu te dis que 2 tiers ou peut-être 3 quarts de leur chiffre est fait en ville. Ça c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire, ce grand écart là, et c'est pas parce que t'as une ou deux marques qui y arrivent que toutes les marques peuvent y arriver. Donc nous, c'est une question qu'on se pose tout le temps. On a des produits qui sont tout à fait transverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va faire une veste de trail, mais effectivement, comme tu l'as dit, tu as des gens, même dans nos ambassadeurs, qui sont guides à Chamonix. Je pense à Fred, tu vois, qui est au PGHM et qui nous porte plein de vêtements de trail pour aller faire de l'alpi. Parce que c'est léger et qui trouve ça plus pratique au quotidien dans sa pratique à lui, dans certaines conditions que des vestes qui vont être plus alpi mais du coup plus lourdes. Donc là-dessus, je pense que il faut savoir que c'est pas toi qui décide forcément comment va être utilisé ton produit. Donc il faut être lucide là-dessus, sur le fait que t'as des gens qui vont faire du trail, mais qui peuvent aussi faire du parapente, comme tu l'as dit, du ski de fond, et qui recherchent justement un produit qui soit, enfin voilà, on n'a pas forcément envie, les moyens, la place d'avoir 30 vestes. Pourtant, tu peux faire dans ton année, je sais pas, 5, 6, 7 pratiques différentes, que ça soit en montagne ou en Bretagne. Et donc là-dessus, nous, quand on pense les vêtements,
on essaye de prendre en compte le fait que il faut pas que ça soit restrictif. On le traite plutôt comme ça, en se disant attention, si je mets telle poche, telle typologie de tissu, ça va restreindre les capacités du vêtement et du coup c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc on préfère avoir des vêtements qui soient justement avec un spectre plus large parce qu'on pense que les clients vont justement l'apprécier. Et après, comment est-ce qu'on fixe les limites? Ça, c'est un challenge du quotidien, franchement, avec les équipes, avec Marie, dont tu citais, qu'on peut saluer. On, on a des discussions permanentes sur est-ce que on peut sortir tel type de produit qui va être sur un sport peut-être un petit peu moins engagé montagne. Et là-dessus, moi j'ai mon idée, c'est que une marque elle doit rester authentique. Nous c'est les sports de montagne. Aujourd'hui on en couvre quand même beaucoup, hein. On est sur du ski de fond comme tu l'as dit, du ski de piste assez peu parce que c'est pas j'ai été un grand skieur, j'ai fait de la compétition en ski, c'est un sport que j'adore, mais je pense que c'est un sport qui, pour moi, ma vision, voilà, c'est que, je trouve que le ski de rando, c'est une pratique beaucoup plus belle, beaucoup plus respectueuse de la nature, et j'aimerais, tu vois, que dans l'avenir, on ait quelque chose qui soit beaucoup plus, qui s'intègre mieux en fait dans les montagnes, parce que d'aller faire du ski de piste et d'avoir tout ce bruit, le confinement fait que moi, quand je reviens aujourd'hui, j'y étais il y a pas très longtemps. Et à chaque fois, je me dis, c'est quand même dommage, c'est vraiment beau de la montagne sans bruit. Donc voilà, sur le ski de piste, c'est pas une activité sur laquelle on développe beaucoup. On est présent parce que une marque de montagne sans ski de piste, c'est pas forcément cohérent. Mais on essaye d'aller beaucoup plus fort sur d'autres activités d'hiver plus respectueuses. C'est aussi ça, tu vois, qui fait que tu as je pense une certaine confiance de tes clients sur les engagements. C'est chez Simalp, comment dire, c'est pas uniquement le fait de vendre plus qui est recherché, c'est aussi d'être en phase avec nos idées, quoi. C'est ce qui fait certainement la différence peut-être avec des plus grandes marques et le fait qu'aujourd'hui on a des clients qui, moi ce que j'adore, je change un peu de sujet, mais ce que je trouve génial, c'est sur la marque, pour toujours être dans ta question, c'est ce côté, je trouve qu'il y a un vrai côté familial dans ceux qui achètent la marque. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu ressentir en discutant avec d'autres personnes de chez Simalp, mais il y a un côté vraiment familial. Alors je parle pas, c'est pas un côté famille parce que c'est une entreprise familiale que j'ai repris de mon papa, c'est pas du tout ça. C'est plus un côté où on partage des mêmes valeurs et donc on se retrouve autour de valeurs, et du coup les clients, quand on va sur des salons, à la Saint-Élion notamment, qui est pas très loin de chez nous, et qu'on a l'occasion de rencontrer plusieurs centaines de personnes qui passent nous voir et qui nous disent j'adore ce que vous faites, ça me parle trop, on en voit de plus en plus sur les courses, c'est sympa parce qu'on discute avec les autres coureurs, on leur dit tiens, toi aussi t'as cette veste de Simalp, t'en es content. Moi c'est vraiment l'impression, c'est que les gens qui se retrouvent dans Simalp, ils partagent des valeurs, et ils ont ce sentiment d'appartenance qui est vraiment chouette, et qui fait que du coup tu construis au-delà de la marque aussi une communauté, et ça c'est vraiment chouette, et je pense que c'est important en fait dans une marque d'avoir une communauté, et de retrouver
des gens qui partagent les mêmes valeurs, quoi. Et c'est pas pour rien que dans vos athlètes sur le site, c'est marqué We are family. C'est ça, ouais, complètement, c'est ça. Mm. C'est ça. Et tu vois, on a fait un week-end avec justement tous les athlètes, toute l'équipe Simalp Sous la neige. en montagne, il y a pas très longtemps, sous la neige, alors qu'on n'avait pas prévu ça. Euh, et pour se retrouver, passer des bons moments, et c'est vraiment partager, voilà, ce partage de cet amour quelque part pour la montagne. Et c'est pas parce que t'es né à Annecy que t'as forcément cet amour pour la montagne. Voilà, au produit, on a quelqu'un qui vient de la Bretagne, qui est un amoureux de la montagne. Et qui fait, je crois, à peu près tous les sports qui puissent exister en montagne. Euh, Fred, notre ambassadeur qui est au PGHM à Chamonix, il vient du Puy-de-Dôme, donc en fait la montagne c'est ce que je te disais, je pense que ça parle, ça te parle ou ça te parle pas, mais c'est pas, je pense pas que ça soit l'endroit où tu es né qui te définisse ce paramètre. Oui, ça c'est comme, enfin tu vois, moi je suis en Bretagne et je fais pas de voile, je fais pas de surf, je fais pas de kitesurf. Tu vois, pourtant je suis à une demi-heure de la mer, j'ai vécu toute mon enfance à 1 kilomètre de la mer, et pourtant je pratique pas de sport nautique. Donc tout comme des montagnards qui habitent, y vivent et qui font pas de ski, pas de course à pied, pas de rando, il y en a forcément. Mais tu me posais la question et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai échangé avec les équipes de chez Simalp, ce côté très proche, euh, ouais, ce côté famille en fait. On a l'impression qu'on peut presque, tu vois, qu'on peut débarquer dans vos bureaux, prendre un café et puis je sais pas si c'est vrai, mais je veux pas. Mais c'est un peu le sentiment qu'on a effectivement. Euh, Ah, c'est exactement ce qu'on veut, en tout cas, ce sentiment de proximité qu'on a avec nos clients. T'as un numéro en 04 sur le site. Donc aujourd'hui, on a bien grandi. On est plus de sur le site de Valence, on est plus d'une trentaine, mais il y a toujours ce côté très tu vois, les gens qui appellent, qui disent ah bah est-ce que je pourrais parler avec telle personne parce que il a échangé des emails avec telle personne. Euh, et je pense que ça se ressent. Nous, on a vraiment cette volonté d'avoir de créer cette proximité avec nos clients, quoi. hmm. Aujourd'hui, quels sont les enjeux forts de chez Simalp, peut-être pour les années 2023-2024? Euh, alors, ils sont multiples. On a la chance d'avoir atteint maintenant une taille où on n'est plus une toute petite marque. Donc on a comment dire, on a des challenges qui sont plus plus grands. On a fait une entrée sur la chaussure, avec un concept, je sais pas si tu as pu voir, mais avec un concept de drop différent, avec des semelles qui sont livrées avec les chaussures. Euh, qui est un marché nouveau pour nous, qui demande des compétences mécaniques qu'on n'avait pas il y a quelques années. La chaussure, c'est quand même un marché qui est très grand, notamment dans le trail, où le budget est beaucoup plus grand dans la chaussure que dans le textile. Donc c'est pour nous un nouveau monde à explorer. Moi, je t'avoue qu'en termes de challenge, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que bah, c'est quelque chose où bah, là, pour le coup, on vient se confronter avec des marques qui sont beaucoup plus grosses que nous. Et du coup, bah, c'est pas facile du tout. Il faut gagner la confiance des clients, expliquer
que la chaussure en plus c'est quelque chose quand tu fais du trail qui est quand même hyper important. Autant ton t-shirt il est pas hyper confortable, bon, c'est acceptable, et puis autant t'as une chaussure qui te fait mal, c'est rédhibitoire. Donc c'est un super nouveau challenge, et puis ça nous ouvre des possibilités incroyables. Le deuxième challenge, c'était de sortir hors de France. Hein. On a jusqu'en 2019, on vend qu'en France. Alors on a quelques commandes, hein, comme voilà, comme toute marque, tu vas avoir deux trois clients, tu sais pas pourquoi, qui t'achètent des produits depuis l'Espagne, l'Italie, enfin voilà, les États-Unis, le Canada. Mais là on a engagé quelqu'un qui vient du monde du vélo. Et qui était directeur de l'export, qui nous a rejoint pour développer le côté plus international. Et aujourd'hui, on est déjà sur des volumes de quasiment 20% de nos ventes qui se font hors de France. Donc ça c'est vraiment chouette, et l'objectif c'est d'aller encore plus loin, d'arriver au moins jusqu'à 50%. Donc il nous reste encore beaucoup à parcourir. C'est long d'installer une marque parce que pour le coup on part de vraiment zéro. Voilà, des marques françaises qui se vendent bien à l'export, hormis dans le luxe, c'est pas hyper courant. Donc ça c'est un autre très gros challenge, mais surtout qu'il s'agit pas de dupliquer en fait ce qu'on a fait dans un pays pour le refaire dans un autre, parce que la culture n'est pas la même. Ouais, c'est ça, c'est le risque, il est de te dire bah voilà, ça a marché en France, bah du coup ça va marcher en Italie, en Espagne. Donc pour l'instant on reste très proche, hein, l'objectif c'était d'aller sur les pays frontaliers. Mais effectivement, un Allemand, il pense pas du tout pareil qu'un Espagnol et qu'un Italien, donc ou qu'un Anglais. Donc il y a un vrai challenge. On commence à aller aux États-Unis. Donc voilà, on a devant nous potentiellement un terrain de jeu qui est immense. Après, effectivement, on reste quand même une PME. Et du coup, il faut sans cesse se dire, ok, faut être conscient de qui on est, faut pas vouloir aller trop vite, mais en même temps, il faut pas rien faire parce que sinon on va se perdre. Eh ben écoute, Lionel, je trouve qu'on a fait un joli tour de Simalp, aussi de ton histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, une question que je ne t'aurais pas posée, et puis tu te dirais mince, on aurait pu parler de ça? Non, écoute, on a fait. Je te remercie pour la qualité de tes questions parce que c'était vraiment très chouette. J'espère que j'ai pu faire découvrir à tes auditeurs l'ADN de Simalp. Du coup, ça leur a permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'il y avait derrière les produits Simalp. Et c'est très chouette. Je te remercie pour ça. Et j'espère en tout cas, enfin voilà, si comme tu l'as dit, alors si demain on a 20 personnes tous les jours qui viennent boire un café avec nous, ça va être compliqué, mais on est à Valence, on a un magasin sur place où on retrouve tous les produits en vente avec une super équipe. Et puis nous on est juste à côté, donc on aime bien, des fois il y a des athlètes qui passent, qui viennent nous voir et tout ça, donc on est très ouvert, et c'est avec plaisir qu'on reçoit tout le monde. Eh ben écoute, merci Lionel pour ton message, merci pour ta proposition de café aussi. En tout cas, moi j'accepte avec grand plaisir. Volontiers. J'adore le café. On a une super machine à café avec toutes sortes de cafés, donc tu seras bien reçu. Eh ben avec plaisir. Merci beaucoup, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur les équipements Simalp. J'ai absolument presque toute la panoplie, donc si jamais je peux vous répondre, ce sera avec grand plaisir.
Mais en tout cas, vous avez entendu, les équipes de chez Simalp pourront aussi très bien vous aider. Merci encore Lionel pour ton temps. Et, C'est moi. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. À toi aussi. Bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.